Bienvenue dans questions et réponses de hacking éthique certifié CEH 11e version et 12e version. La première question. Quel type de dispositif de sécurité empêche les véhicules de franchir les portes d'un bâtiment? Première réponse, borne. Deuxième réponse, réceptionniste. Troisième réponse, piège à menthe. Quatrième réponse, tourniquette. Posez la vidéo et puis répondez à cette question. La bonne réponse est la réponse numéro 1 ici. Le borne. Explication des réponses. La première question. Explication. Borne. Les bornes sont des barrières physiques conçues pour empêcher les véhicules de franchir les portes ou d'autres points d'entrée. Ils sont couramment utilisés dans les zones de haute sécurité pour empêcher l'accès non autorisé des véhicules. Alors, les bornes sont la meilleure réponse à ce scénario. Réponse numéro 2. Réceptionniste. Un réceptionniste est une personne qui accueille des visiteurs et leur fournir des informations ou une assistance. Même si un réceptionniste peut contribuer à la sécurité d'un bâtiment en surveillant les visiteurs, il ne s'agit pas d'un dispositif de sécurité spécialement conçu pour empêcher les véhicules de franchir les portes. Alors, réceptionniste n'est pas la meilleure réponse à ce scénario. Piège à menthe. Un piège à menthe ou man-trap est un système de contrôle d'accès de sécurité qui consiste en un petit espace avec deux ensembles de portes verrouillantes. Il est conçu pour restreindre l'accès à une seule personne à la fois et empêcher toute entrée non autorisée, mais il n'empêche pas spécifiquement les véhicules de franchir les portes. Alors, piège à menthe n'est pas la meilleure solution à ce scénario. Tourniquette. Un tourniquet est une porte dotée de bras horizontaux qui tournent pour permettre le passage d'une personne à la fois. Bien que les tourniquets soient couramment utilisés pour le contrôle des foules et le contrôle d'accès, ils ne sont pas conçus pour empêcher les véhicules de franchir les portes. Alors le tourniquet n'est pas la meilleure solution à ce scénario. La seule meilleure solution est les bornes, ou soit la bonne réponse est les bornes. Deuxième question. La société ABC a récemment engagé un nouveau comptable. Le comptable travaillera avec les services financiers des déclarations. Ces états financiers doivent être approuvés par les CFO et ensuite ils seront envoyés au comptable, mais le directeur financier est inquiété car il veut être sûr que les informations envoyées au comptable n'ont pas été modifiées une fois qu'il a approuvé. Laquelle des options suivantes peut être utile pour garantir l'intégrité des données? Première réponse, le directeur financier peut utiliser un algorithme de hachage par les documents une fois qu'il a approuvé les états financiers. Deuxième réponse, le directeur financier peut utiliser un fichier Excel avec un mot de passe. Troisième réponse, les états financiers peuvent être envoyés deux fois, l'un par l'email et l'autre livré en USB. Et le comptable peut comparer les deux pour être sûr qu'il s'agit d'un même document. Quatrième réponse, les documents peuvent être envoyés au comptable en utilisant une clé USB exclusive
pour ces documents? Posez la vidéo et répondez à cette question. La bonne réponse est la première. Le directeur financier peut utiliser un algorithme de hachage dans le document une fois qu'il a approuvé les états financiers. Deuxième question, explication des réponses. Le directeur financier peut utiliser un algorithme de hachage pour les documents une fois qu'il a approuvé les états financiers. Explication. L'utilisation d'un algorithme de hachage sur les documents crée une empreinte unique du contenu du fichier. Le directeur financier peut générer une valeur de hachage après avoir approuvé les états financiers et la partager avec les comptables. Le comptable peut alors vérifier l'intégrité du document et recalculer la valeur de hachage et en la comparant avec celle fournie par le directeur financier, s'assurera ainsi que les données n'ont pas été modifiées. Alors, le directeur financier peut utiliser un algorithme de hachage pour les documents une fois qu'il a approuvé les états financiers est la meilleure solution ou c'est la bonne réponse à ce scénario. Deuxième réponse, le directeur financier peut utiliser un fichier Excel avec un mot de passe. L'utilisation des fichiers Excel avec un mot de passe ne garantit pas l'intégrité des données. Même si un mot de passe peut protéger les fichiers contre tout accès non autorisé, il n'empêche pas la modification du document après son approbation par le directeur financier. Cette méthode ne constitue pas un moyen fiable de vérifier l'intégrité des états financiers. Alors, ce n'est pas la bonne solution, soit ce n'est pas la bonne réponse à ce scénario. Les états financiers peuvent être envoyés deux fois, l'un par l'email et l'autre livré en USB. Et le comptable peut comparer les deux pour être sûr qu'il s'agit d'un même document. L'envoi des états financiers deux fois, une fois par email et une fois via USB, ne garantit pas l'intégrité des données. Si la comparaison de deux documents peut aider à détecter deux divergences, cela n'empêche pas les documents d'être modifiés après l'approbation. Cette méthode repose sur une vérification manuelle et ne fournit pas de moyens de sécurité de garantir l'intégrité des données. Alors, ce n'est pas la meilleure solution pour ce scénario. Les documents peuvent être envoyés au comptable en utilisant une clé USB exclusive pour les documents. L'envoi du document via une clé USB exclusive pour ces documents ne garantit pas l'intégrité des données, même si l'utilisation d'une clé USB dédiée peut empêcher tout accès non autorisé et n'empêche pas la falsification du document après l'approbation. Cette méthode ne dispose pas d'un mécanisme permettant de vérifier l'intégrité des états financiers et peut ne pas constituer une solution sécurisée pour garantir l'intégrité des données. Alors, ce n'est pas la meilleure solution à ce scénario. La seule meilleure solution, le directeur financier peut utiliser un algorithme de hachage pour les documents une fois qu'il a approuvé des états financiers. C'est la meilleure solution. Question numéro 3. À quoi sert une zone démilitarisée sur un réseau? 1. Pour analyser tous les trafics transitant par les 2MZ vers les réseaux internes. 2. Fournir uniquement un accès direct au nœud de la DMZ et protéger les réseaux derrière celui-ci. 3. Fournir un endroit pour mettre les pots de miel. 4. Pour contenir des périphériques réseaux que vous souhaitez protéger. Posez la vidéo et répondez à cette question. La bonne réponse est la deuxième. Fournir uniquement un accès direct
au nœud de la DMZ et protéger les réseaux derrière celui-ci. Question numéro 3. Explication des réponses. Pour analyser tous les trafics transitant par les DMZ vers les réseaux internes, une zone démilitarisée DMZ est conçue pour analyser tout le trafic qui la traverse, afin de garantir que seul le trafic autorisé et sûr est autorisé à entrer dans les réseaux internes. Cela contribue à protéger les réseaux internes contre les menaces de sécurité potentielles et les attaques malveillantes. Ceci n'est pas la bonne réponse à ce scénario. Fournir uniquement un accès direct au nœud de la DMZ et protéger les réseaux derrière celle-ci. L'objectif principal d'une zone démilitarisée DMZ est de fournir un accès direct au nœud de la DMZ tout en agissant comme une zone tampon pour protéger les réseaux derrière elle. Elle sert de juste milieu entre les réseaux internes non fiables et les réseaux internes fiables, permettant une communication sécurisée. Alors, fournir uniquement un accès direct au nœud de la DMZ et protéger les réseaux derrière celle-ci est la meilleure solution pour ce scénario. Fournir un endroit pour mettre les pots de miel. Même si une zone démilitarisée DMZ peut être utilisée pour héberger un pot de miel dans le cadre d'une stratégie de sécurité réseau, ce n'est pas l'objectif principal de la DMZ. La fonction principale d'une DMZ est d'améliorer la sécurité des réseaux en séparant et en filtrant le trafic entre les réseaux internes et externes. Alors, fournir un endroit pour mettre les pots de miel n'est pas la meilleure solution à ce scénario. Pour contenir les périphériques réseaux que vous souhaitez protéger, une zone démilitarisée DMZ n'est pas destinée à contenir des périphériques réseaux que vous souhaitez protéger. Il s'agit plutôt d'un segment de réseau distinct qui agit comme une zone tampon entre les réseaux internes et externes, offrant ainsi une couche de sécurité supplémentaire pour les systèmes et les données sensibles. Alors, pour contenir le périphérique réseau que vous souhaitez protéger n'est pas la meilleure solution pour ce scénario. La seule solution est de fournir uniquement un accès direct au nœud de la DMZ et protéger les réseaux derrière celle-ci. Cliquez sur aimer, cliquez sur partager et cliquez aussi sur inscrivez ou subscribe pour ceux gens qui utilisent l'anglais. Il y a beaucoup de questions et réponses à Udemy qui peuvent vous aider à étudier et réussir l'examen de hacking éthique certifié de la version de 11e et 12e version. Visitez cette page, visitez la page, regardez les liens dans la description de cette vidéo. Vous allez voir les liens, il y a beaucoup de liens là-bas. Là, vous allez voir, là, vous allez cliquer et visiter, là où il y a beaucoup de questions et réponses avec explications. Visitez cette page. Et puis, il y a aussi d'autres questions et réponses, comme des CCNA, il y a des questions et réponses, il y a beaucoup de cours. Visitez la page et vous allez voir, il y a beaucoup de cours qui peuvent vous aider. Visitez la page et je vous remercie et à la prochaine.